Chers amateurs de violon, bienvenue à la Maison du violon, qui est un atelier de lutherie à Montréal. Ils en ont un aussi à Laval. Mais en ce moment, à Montréal, vous voyez, là, on est dans un lieu enchanteur propice à vous présenter notre toute nouvelle série, La vie d'un violon. Dans cette série-là, je me mets dans la peau de futurs violonistes qui pourraient se poser la question, qu'est-ce que je pose comme question à un luthier? Comment je peux trouver un violon qui va me convenir dans mon budget? Comment on fait pour entretenir ça, un instrument? Puis je me mets aussi dans la peau de violonistes accomplis qui veulent savoir comment optimiser le son de mon violon. Comment je peux m'assurer de garder une bonne valeur de revente à mon instrument, s'assurer qu'il est toujours top shape. Et pour ce faire, je vais parler à deux spécialistes. Le premier, c'est Olivier Perrault, qui est fondateur de la Maison du violon, disponible via maisonduviolon.com, qui est luthier donc et qui va pouvoir nous aider avec tout l'aspect violon. Et on va aussi avoir Richard Morancy, qui est un archetier, donc spécialiste de l'archet. Il a fondé l'Archeterie Morancy et aussi qui est disponible sur archet.ca. Donc voilà, mon nom est Jean-François McDonald, je suis fondateur de Mille d'Or Violon, qui est une école de violon sur le web. Très heureux de pouvoir faire le pont entre ces spécialistes-là et vous, justement, à la maison. Essayez d'anticiper vos questions et aussi vous donner ma perspective de professeur. Bonjour tout le monde et bienvenue à La vie d'un violon. Donc, sans plus attendre, je vais arrêter de faire semblant que je suis tout seul ici, puis je vais vous présenter mon premier invité, Olivier Perrault de la Maison du violon. Salut Olivier! Salut Jean-François! Donc, pour commencer, pour aider les gens qui n'auraient jamais entendu parler de ce terme-là, le terme de luthier, ça c'est ton métier, et qu'est-ce que ça mange en hiver? Alors, c'est une bonne question en fait. C'est un métier comme somme toute assez large, mais très précis. C'est-à-dire qu'on s'occupe du quatuor à cordes, donc violon, alto, violoncelle, contrebasse. Qu'est-ce que ça veut dire s'en occuper? C'est-à-dire aussi bien les fabriquer que les réparer, les restaurer. Donc, je fais aussi bien la location, les examiner aussi pour voir effectivement s'ils sont authentiques ou pas. Mais après, on est aussi accessoiriste, c'est-à-dire qu'on va proposer des accessoires pour le son, comme les cordes, comme le cordier, comme les chevilles. Donc, on est quand même assez multiservice, je dirais. Et le luthier aussi s'occupe de faire ce qu'on appelle des réglages de sonorité. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une partie vraiment essentielle parce que quand on joue du violon, c'est pour que ça sonne. Mais pour que l'instrument sonne, il faut effectivement intervenir au niveau du chevalet, au niveau de l'âme, pour faire en sorte que l'instrument sonne bien, que ce soit facile à jouer, que le musicien soit capable de pouvoir donner ce qu'il a besoin de donner. Optimiser l'instrument pour ce que le musicien cherche à accomplir. Absolument. En fait, c'est vraiment une adaptation pleine et entière pour le musicien. Et il y a aussi tout l'aspect de la maintenance du violon, donc s'assurer de faire des suivis réguliers avec le musicien. C'est quelque chose de vraiment important parce que le musicien souvent a tendance à dire « Oh, ça sonne, c'est correct ». Mais en fait, on a des variations d'humidité qui font que l'instrument va se dégrader tranquillement. Donc des petits décollages, le nettoyage aussi du vernis parce que somme toute, pour faire que le vernis puisse faire sa fonction, il faut qu'il reste en bon état. Et pour qu'il soit en bon état, il faut enlever la colophane qui a pu se déposer un petit peu dessus. C'est intéressant parce que pendant ces maintenances-là, on peut aussi s'assurer de vérifier qu'il n'y a pas de décollement. Donc, vous regardez absolument, ces choses-là tout à fait. aussi. Oui, absolument. Ça, c'est quelque chose, c'est la première des choses qu'on va regarder, c'est s'il est décollé. Parce qu'en fait, un trampoline, on enlève des ressorts. Oui. On ne saute pas aussi haut. Bon, ben voilà, le violon, c'est pareil. On a une perte potentielle de son, de qualité sonore, de projection, etc. Après, donc, il peut y avoir des choses beaucoup plus spécifiques. C'est-à-dire que pour ma part, je suis restaurateur. C'est-à-dire que j'ai été formé pour vraiment restaurer un instrument qui est passé sous une voiture ou manger au verre. Ou des sous choses une voiture. Catastrophiques, des trucs que personne ne veut. Mais c'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent rarement, forcément, mais ça, des choses qui arrivent. Donc, j'ai été vraiment formé pour ça. Et c'est toute une équipe aussi, parce que tu as toi qui es luthier, mais tu as aussi d'autres personnes dans ton équipe qui font de l'entretien, qui font aussi de l'évaluation, un peu comme toi, j'imagine. Absolument. En fait, ce que j'ai voulu faire, c'était vraiment de monter une équipe d'experts. C'est-à-dire que de la personne qui est commis jusqu'à l'expert luthier, nous sommes tous complémentaires. On est une quinzaine à travailler sur les deux boutiques qui permettent justement de donner le meilleur support. En fait. Donc, le mythe populaire, c'est de se dire qu'un luthier, dans le fond, c'est un métier qui est appris de luthier en luthier, donc qui est transmis comme ça. Est-ce que c'est exactement cela ou est-ce qu'il y a une formation qui est reconnue, il y a des diplômes, etc.? Avant 1970, année de la création de l'école de lutherie de Mirecourt en France. Donc, c'était effectivement de luthier à luthier, c'est-à-dire en fait même de père en fils la plupart du temps. Donc, l'école de lutherie a permis de démocratiser le métier. C'est l'école que j'ai faite, d'ailleurs la plupart de mes collègues ont fait également, donc c'était sur 3 ans à l'époque. Et donc, pendant ces 3 années-là, c'était vraiment génial. Ils nous apprenaient la productivité sur comment fabriquer un instrument. Donc, on avait les gestes Mirecourt qui sont extrêmement précis pour justement faire un violon le plus rapidement possible, mais un beau violon. Attends une minute, les gestes de Mirecourt. Oui. Donc, Mirecourt, on s'entend que c'est une ville célèbre pour la lutherie,
Mais quand tu dis les gestes de Mirecourt, ça veut dire quoi exactement? En fait, c'est que Mirecourt a connu une période très industrialisée. C'est-à-dire qu'entre 1870 jusqu'à 1950, même 70 pour certaines entreprises, il y avait une fabrication d'instruments qui était monumentale. Avec ce genre de fabrication-là, cette production-là, ils étaient capables de pouvoir livrer à travers le monde. C'était fascinant. Mais les luthiers avaient un point d'honneur de tout faire à la main. Donc il fallait avoir un geste extrêmement précis dans un but productif pour pouvoir fabriquer un nombre de violons monumental. À ce titre, j'ai rencontré Eugène Guinaud qui à l'époque avait 85 ans, j'en avais 15 ans, donc il y avait 70 ans qui nous séparaient. Et donc à 85 ans, cet homme-là faisait encore un violon en blanc, donc dans la semaine. Dans la semaine? Oui. Nous, on était dans notre apprentissage, on nous poussait pour pouvoir arriver à l'examen, pouvoir faire un violon en blanc pendant une semaine. Et lui, se mettant à pleurer, s'est dit, c'est dur de vieillir, voyez-vous, parce que quand j'étais plus jeune, j'en faisais 4 par semaine. Non. Donc la productivité à Mirecourt, c'était quelque chose de très sérieux et tout était fait à la main. Donc on a appris ces gestes-là pour justement être capable d'être extrêmement précis et pouvoir prendre du temps sur la qualité de l'instrument. Après l'école, ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'on ne s'installe pas luthier après une école parce que finalement, on ne connaît rien du métier. Ce qu'on connaît, c'est le geste qui nous permet de fabriquer rapidement, proprement, même avec de la beauté. Mais donc, il faut avoir l'expérience de qu'est-ce que c'est qu'un violon à ce moment-là. Comment il sonne, comment on le répare. Pour ma part, j'ai fait plus de 8 ans et chez 3 maîtres différents pour pouvoir apprendre la haute restauration, la réparation, la sonorité, etc., même l'expertise. De plus en plus, les violons se font en série. Donc, comment vous gérez ça, vous, les luthiers, de savoir qu'il y a une production à part? Comment vous composez avec cette nouvelle réalité-là? Bien, en fait, je pense qu'il faut être conscient d'une chose. Tout à l'heure, je parlais de Mirecourt, il y avait aussi Mittenwald, il y avait Schönbach, etc. en Allemagne, qui sont toutes des villes qui ont produit énormément. La notion de fabrication en série était déjà existante. C'était tout fait à la main, mais c'était existant. Et du fait que la main-d'œuvre était vraiment pas chère, a permis effectivement à des jeunes violonistes de pouvoir accéder au violon. Aujourd'hui, notre coût de main-d'œuvre est beaucoup plus élevé, donc quand même un apprenti fait un violon, c'est pas accessible. Donc on a besoin effectivement de produits qui sont faits en série. La Chine est un pays effectivement dominant à ce niveau-là, comme la France l'a été au fin 19e, début 20e, et l'Allemagne également. Après, par la suite, la Corée et le Japon ont pris le relais, mais la Chine est vraiment un pays dominant à l'heure actuelle. Et si la Chine n'avait pas cette capacité de productivité à la main, parce que, attention, la grande majorité de ces instruments-là sont faits à la main. Je suis allé plusieurs fois dans des ateliers pour visiter ça. C'est fascinant. Ils sont disposés exactement de la même manière que Mirecourt. Le violon passe d'établi en établi, et en une journée, ça y est, c'est fait. Et ça fait en sorte qu'on a des instruments de plusieurs qualités différentes. On peut avoir des violons qui sont complètement faits par des machines en série. On peut avoir des violons qui ont été faits en série, mais à la main. On peut avoir des violons qui ont été faits avec soin pendant des mois et des mois par des luthiers. Donc, votre métier, essentiellement, c'est de faire le lien entre tous ces violons-là aussi. Absolument. Puis je pense que notre métier, c'est aussi d'éduquer notre clientèle. Qu'est-ce que je devrais acheter comme qualité? Est-ce que je peux me permettre d'acheter sur Internet ou est-ce qu'il vaut mieux que je fasse affaire à un professionnel? C'est certain que je vends ma salade, on va dire. Le professionnel est là parce qu'il a une connaissance, mais on est surtout là pour pouvoir soutenir le client dans sa démarche. Des violons, par exemple, qu'on voit à 50-60 $ sur les plateformes, souvent, ils vont arriver avec leur lot de problèmes, puis ces problèmes-là valent des fois beaucoup plus cher que l'instrument en tant que tel. Mais complètement, complètement. Le nombre de fois où... Puis on est vraiment triste parce que la personne arrive, hey, on vient de m'offrir ce violon-là pour mon anniversaire. Et puis, il y a pour 5-6 fois plus de travail que le prix initial de l'instrument. Après, quand je regarde la productivité chinoise, il y a à peu près 75% de productivité chinoise qui est un peu n'importe quoi. Par contre, il y a un 25% qui est niché, qui est très, très bien, et à des prix relativement accessibles. Il ne faut pas oublier, c'est des gens qui ont commencé à copier et maintenant qui sont capables de nous dépasser. La formation, l'enseignement que vous faites est absolument indispensable pour permettre aux musiciens de pouvoir travailler avec un instrument qui est à son mieux, justement. Je dirais que c'est un métier qui est implicite. C'est vraiment le soutien aux musiciens, de lui donner des outils pour qu'il puisse avoir un esprit critique face à ce qu'on va lui proposer. Le luthier, finalement, c'est une garantie aussi pour la personne qui va acheter chez nous, dans le sens où les instruments qu'on vend, c'est des instruments qu'on est capable de racheter puis de revendre. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, écoute, la valeur de l'instrument que tu as là aujourd'hui, ce ne sera pas négocié à la baisse. C'est un instrument qu'on va être capable de pouvoir racheter pour pouvoir faire en sorte que tu rachètes d'autres choses. Donc, ce qu'on est en train de te dire, c'est que nous, on fait office de banque. Donc, la personne n'est pas prise avec son instrument. Et ça fait partie du soutien, ça fait partie de nos valeurs, de manière à dire, écoute, on n'est pas là juste pour te vendre un instrument, puis merci, bonjour, on a fait notre profit. Non, non, non,
On va plus loin que ça. Nous, ce qu'on veut, c'est pérenniser notre clientèle, pérenniser notre métier pour faire en sorte qu'il ait une valeur et qu'on puisse effectivement continuer notre travail. Dis-moi, un luthier, est-ce que ça a besoin de jouer du violon? Est-ce que la plupart des luthiers sont aussi des violonistes? En fait, traditionnellement, non, ils n'étaient pas violonistes. Mais je dirais que personnellement, c'est quelque chose qui me semble essentiel. Pour ma part, j'étais pianiste. Donc, il a fallu que j'apprenne le violon au moment où j'étais à l'école de lutherie. Donc, j'ai pris des cours de violon, puis par après, j'ai continué pour pouvoir comprendre un petit peu ce que le musicien entend. Parce que c'est pas vrai qu'on entend tout à distance. La qualité de l'instrument sous l'oreille est complètement différente. Là aussi, la qualité du jeu. Donc, à ce moment-là, c'est ça qu'il faut qu'on soit capable de pouvoir jouer l'instrument pour savoir de quoi l'instrumentiste parle et quelle est la problématique fondamentale. Quand j'ai quelqu'un qui commence, pour le même violon, je ne vais pas faire le même réglage avec cette personne qui commence qu'avec quelqu'un qui est confirmé, forcément, parce qu'il a une tenue d'archet, parce qu'il a une capacité de vibrato peut-être, ou des choses comme ça. Donc c'est pour ça que c'est vraiment primordial de pouvoir adapter l'instrument au musicien tout en l'écoutant pour savoir où il en est. S'il n'a pas encore une bonne technique d'archet, à ce moment-là, je vais essayer de faire en sorte que le violon soit le plus facile à jouer pour qu'il soit capable d'avoir le plaisir de son son et de pouvoir apprendre. Et moi, ce que j'entends, là, c'est quasiment comme une discussion entre le violoniste, le luthier, l'instrument. C'est plus qu'une discussion, c'est une communion. Parce que là, on peut parler aussi d'émotions. C'est-à-dire la personne qui va jouer un instrument, bien souvent, c'est pour pouvoir amplifier certaines émotions qui ne seraient peut-être pas en mesure de pouvoir trouver des mots, mais aussi qu'il a envie de partager. Et donc, je pense que c'est fondamental que le luthier et le ou la musicienne soient en communion pour pouvoir comprendre fondamentalement qu'est-ce que le musicien cherche et qu'est-ce que le luthier peut faire. C'est certain qu'on est quand même limité par l'instrument, il a des limites, mais ceci dit, le luthier est capable de pouvoir peut-être les repousser ou d'aller jusqu'au bout pour faire en sorte que la personne ait satisfaction finalement. Olivier Perrault, propriétaire de la Maison du Violon, merci beaucoup pour ton expertise aujourd'hui. Merci à toi, Jean-François. On peut te retrouver sur maisonduviolon.com. On a aussi archet.ca pour vos besoins d'archet et pour apprendre à jouer et avoir la bonne technique de violon, allez visiter mildorviolon.com. Prochaine capsule, tout le monde, on va apprendre sur le métier d'archetier avec Richard Morancy.